Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine, avec une émission un peu spéciale ce soir, émission 100% coupe. On va s'intéresser évidemment à la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec les filles et les garçons. On parlera du challenge national de futsal féminin. On parlera également Coupe de Nouvelle Entreprise avec une bonne nouvelle, la présence d'un club néo-aquitain obligatoire en finale de la Coupe de France de foot entreprise. Enfin, on prendra la direction du Matmut Atlantique avec l'e-Coupe de France, un sujet préparé par nos soins. Bref, on va se régaler. La coupe sera pleine ce soir. Émission numéro 136 d'LFNA TV. C'est parti. Et galanterie oblige, comme tous les lundis soirs, on débute avec le foot féminin, les huitièmes de finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez les résultats s'afficher avec la victoire large de Soyaux 7-0 face à Montcoutan. Belle performance une nouvelle fois de l'ASJ Soyaux. 2-0 pour l'ES La Rochelle face à Montmorillon. Victoire 9-1 pour Bergerac-Périgord qui décidément réalise une saison exceptionnelle. Victoire 5-0 de Limoges Football sur la pelouse d'Angoulême-Charente. La victoire 5-0 de Gradignan face au Pôle Palois FF. La victoire courte mais précieuse de Poitiers 3 Cité 1-0 sur le terrain de Bressuire. Et puis deux matchs dont on ne connaît pas encore le scénario final. Bassin d'Arcachon, Girondins de Bordeaux, un derby qui aura lieu mercredi soir à 19h45. Et puis dimanche 21 avril à 15h, il y aura le CMO Bassins face à l'Aviron Bayonnais. Autre compétition féminine qui avait lieu ce week-end, la phase régionale du challenge national de futsal avec la finale régionale qui avait lieu du côté de Limoges et de Pessac avec deux événements en simultané. L'AS de la Baie et l'Aviron Bayonnais accèdent à la phase qualificative nationale. Bien évidemment, on félicite ces deux clubs et nous sommes d'ailleurs avec Nelly Magot, la présidente de l'AS de la Baie Club de Charente-Maritime. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Présidente, on va parler dans un instant de la finale régionale du Challenge national de futsal qui avait lieu à Limoges. Mais d'abord, on va surtout présenter le club qui est, comme souvent, issu d'une fusion. Là, il y a trois communes de Charente-Maritime qui sont impliquées, Charon, Hénande et Marcilly, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça, oui. Club qui Et existe ça depuis combien de fait temps? 11 ans exactement que l'AS de la Baie existe. Mais avant, il y avait les différents clubs. Alors, Charon, Hénande et Marcilly, pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement, puisque la Nouvelle-Aquitaine est une grande région, ça se situe du côté de La Rochelle, pas très loin en tout cas, concernant Hénande et Marcilly, à une dizaine de kilomètres. Le club a été fondé quand et pourquoi il y a autant d'équipes féminines? Pourquoi il y a cette connotation féminine chez vous à l'AS de la Baie? Pourquoi, je ne sais pas. C'est parce que, voilà, un jour, je vous dis, comme je vous ai dit, il y a 53 ans, il y a un groupe d'amis de ces trois communes-là qui ont décidé de jouer au foot, des filles, dont j'en faisais partie. Et voilà, et ben depuis, ça n'a cessé d'exister. Donc, depuis 53 ans, il y a une équipe féminine à l'AS de la Baie, senior. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis, ça a pris. Il y a des années où c'était plus difficile que d'autres, mais maintenant, je pense qu'on est bien ancré. Combien vous avez d'équipes aujourd'hui, présidente? Alors, on a une équipe senior donc, qui évolue pour l'instant en district, mais qui a évolué une vingtaine d'années en régionale, que ce soit la régionale 2 ou la régionale 1. Là, on a maintenant une équipe 12-13 filles en entente avec le club d'à côté qui s'appelle Caponis. Une équipe 14-17 filles. Et comme cette catégorie va être supprimée l'année prochaine, on va sûrement, même très certainement, créer deux équipes à partir de là, c'est-à-dire une équipe 14-15 et une équipe 16-18 à 11. Comment se passe l'organisation au sein du club? Vous avez trois communes regroupées. Est-ce qu'il y a un stade pour les entraînements, un stade pour les matchs? Comment ça se passe? Alors à Marcilly, il y a un stade qui est pour les compétitions, puisqu'il n'y a pas d'éclairage, donc on ne peut pas s'entraîner. Donc on s'entraîne à Hénande. Et les enfants, il n'y a pas que des féminines, hein, il y a aussi des équipes masculines ou mixtes simplement de gamins jusqu'à 13 et 14. Il n'y a pas de seniors masculins. Donc c'est partagé, après les entraînements sont partagés entre Hénande et Charon.
Alors Voilà. pour ceux qui ne situent pas forcément, on va le dire en toute objectivité, présidente, une, vous êtes sur une terre où le rugby a beaucoup d'importance. On sait qu'à Marseille, d'ailleurs, il y a un club qui a toujours eu des résultats intéressants et qui a toujours été suivi. Mais surtout, vous êtes sur une terre très très agréable à vivre parce que Nantes, Marseille, Charon, en toute objectivité, c'est un coin magnifique de Charente-Maritime, on le conseille, donc c'est des conditions de jeu qui sont plutôt plaisantes. Ben, merci, merci. Quelquefois, il y a un petit peu de vent, mais un peu de pluie, mais bon, on fait avec, hein, on est habitué maintenant. C'est un avantage, ça d'ailleurs, présidente, d'avoir plusieurs communes regroupées, d'avoir plusieurs possibilités pour jouer Ben, je avec sais les pas. intempéries. Pour la présidente, c'est un peu compliqué parce qu'il faut gérer les trois communes. C'est pas toujours évident non plus. Avec les mairies, quelquefois, on n'est pas toujours d'accord. Mais bon, voilà, ça fait un peu plus de travail avec trois mairies, mais on s'en sort. À Nantes, il y avait très peu de choses qui existaient, puisqu'on n'avait plus de vestiaires, puisqu'ils ont été fermés il y a 1 an et demi. Et depuis le nouveau maire, là, on a discuté ensemble et on va avoir des vestiaires enfin qui sont prévus pour février 2025. Racontez-nous un peu, présidente, vous qui êtes là depuis le début avec un club, vous l'avez dit, fondé il y a 53 ans, l'évolution du foot féminin, je suppose que ça doit vous faire plaisir aussi de voir que ça prend chaque année un peu plus d'ampleur. Ouais, ça me fait plaisir, mais je pense que quand même, on aurait pu se développer beaucoup plus que ça. Pas l'ASB, mais le football féminin en règle générale, qui quand même représente seulement que 10% des licenciés de la France. Donc c'est peu, c'est très peu. Et ça évolue pratiquement pas. Surtout chez les jeunes, là, on a un gros problème en ce moment avec les licenciés jeunes entre 6 ans et 11 ans, et il y en a très peu. Ouais, Et on espère une grosse performance de notre équipe de France au JO chez les filles, pourquoi pas pour relancer un petit peu. il y a sûrement autre chose aussi à faire, mais bon. Déjà, pour avoir une bonne équipe féminine de France, il faut avoir, à mon avis, un entraîneur qui perdure, quoi, qui ne change pas tous les 2 ans. Oui, Ça va être le cas. ça c'est évidemment un autre débat. Alors la mise en lumière aussi de l'AS de la B, c'est cette finale régionale du Challenge national de futsal qui avait lieu du côté de Limoges. Vous allez nous raconter les coulisses un petit peu, présidente, parce qu'on en parlait en off, mais c'est un petit peu un coup de poker de dernière minute tenté par vos joueuses et ça vous a beaucoup réussi. C'est un petit moment qu'elles étaient sur ce sujet-là, sur le futsal, elles voulaient essayer. Donc, nous, on fait partie déjà d'un championnat, donc c'était un peu difficile, mais après, elles ont vu que c'était des dates qui étaient libres par rapport à notre championnat. Donc, elles se sont mis le challenge de faire cette compétition. Donc, elles sont parties à Limoges, puisque c'était pas tout près, mais elles sont parties à 5. Sans dirigeant, parce que nous, on n'était pas là, hein, on ne pouvait pas assumer le déplacement. Mais bon, elles sont débrouillées toutes seules, et puis bien en plus, hein, puisqu'elles ont gagné lors de matchs. Victoire 2-0 contre Orange-Roussillon, victoire 9-1 contre Ussel et donc qualification pour la phase qualificative nationale. Ça doit forcément faire plaisir parce que c'est une première réussite. Est-ce que ça va donner envie de Ah, pousser un peu? ça fait très très plaisir, oui, oui, bien sûr. Hein. Je pense que je ne sais pas quels résultats elles vont avoir, mais enfin, en tout cas, c'est une bonne expérience, autant pour elles que pour le club. Hein, même si peut-être ça ne durera pas, bon, peut-être que ça ira pas loin, ou peut-être oui, on ne sait pas. Mais je pense que c'est une bonne expérience pour ces joueuses-là qui avaient vraiment envie. Quoi. Ça donne Donc envie là, elles de... étaient 5 pour se faire les déplacements, mais je pense qu'avec l'émulation, elles vont peut-être être un peu plus à la prochaine phase. Ça donne envie de, pourquoi pas, de créer une équipe de futsal à l'AS de la baie, présidente? Non, 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 je pense pas parce que il faut des structures qu'on n'a pas. Hein. Il faut un vestiaire, il faut un gymnase avec des vestiaires, etc. Ça, c'est pas possible. Et puis dans la région, trouver des gymnases, c'est pas possible non plus. Hein. C'est bon, on va pas demander ça. Hein. En Un tout cas, gymnase pour du foot. en tout cas, on va On suivre aura avec grand intérêt votre équipe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite de la saison pour l'ensemble du club de l'AS de la baie, présidente?
Ben déjà que bon, ces filles-là qui vont en futsal, qu'elles aillent le plus loin possible. Et nous, ce qu'on espère cette année, c'est de remonter en régional Bon, pour les seniors. c'est tout ce Pour qu'on les vous plus souhaite. jeunes, elles sont qualifiées toutes les deux pour les finales de Coupe Charente-Maritime. Et bien que ça se passe bien pour elles aussi. Bon, c'est tout ce qu'on Voilà. vous souhaite et en tout cas, on vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. Un grand bravo à vos joueuses de notre part. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour vous m'avoir contacté. À bientôt. On passe au foot masculin et on débute avec le 7e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Parmi les affiches, il y avait un derby des Deux-Sèvres entre Gatti Foot et Veille-le-Talus. Gatti Foot, petit poussé de cette compétition avant ce 7e tour. Est-ce que Gatti Foot a créé l'exploit? La réponse tout de suite grâce à Théo Rodriguez. Septième tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, le petit poussé Gatti Foot recevait son voisin le Talus et Veille au stade Claude Guinard de Secondini. Sur le papier, forcément, les joueurs de Gatti Foot ne sont pas favoris puisqu'ils évoluent en départemental 1 et qu'ils seront opposés à une régionale 2. Mais en coupe, tout est possible et ils l'ont montré en ayant éliminé Bressuire, club de régional 1 au 5e tour, puis Échiré-Saint-Gelais, club de régional 2 au tour précédent. Pour Samuel Dupont, le président de Gatti Foot, un si beau parcours en Coupe de Nouvelle-Aquitaine est déjà synonyme de victoire. Un 7e tour de coupe, encore contre une équipe de niveau régional, de toute façon des derniers clubs de district. On a éliminé Bressuire, on a éliminé Échiré dernièrement, auparavant on avait éliminé Cerizay. Donc là, voilà, nous, c'est vraiment le match pour le plaisir. On n'a pas l'objectif de gagner la Coupe Nouvelle-Aquitaine, mais ce soir, c'est vraiment le match plaisir contre nos voisins, un bon derby. On a vécu des bons moments, des belles victoires à domicile chez nous. Donc ce soir, on est encore chez nous. Pourquoi pas créer encore la surprise? On ne sait jamais. Et là, on a une équipe très très jeune. La moyenne d'âge doit tourner autour de 20 ans. On a beaucoup de jeunes qui ont 17-18 ans. Et c'est une bande de copains qui a été à l'école ensemble, qui a joué en équipe de jeunes ensemble. Et ils apprennent le niveau senior. C'est leur deuxième saison au niveau senior pour la plupart. C'est super parce qu'on joue beaucoup de derbies. Les jeunes, ils jouent contre des adversaires contre qui ils étaient au lycée. Tout le monde se connaît. Donc on a cette chance-là en jouant en première division dans les Deux-Sèvres en ce moment. Aller au bout de la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas, c'est pas l'objectif. Je pense, ça serait plutôt, je dirais, le championnat, puis à un moment donné rentrer en Coupe des Deux-Sèvres pour essayer de bien figurer. Je pense que ce sera plus notre niveau, mais voilà. On est là en Coupe Nouvelle-Aquitaine ce soir, on a un beau match à jouer à la maison, on va essayer de faire du mieux possible. Un 7e tour pour le Talus, c'est inédit, donc c'est un tour qui se prépare le plus sérieusement possible. Et donc on sait qu'en plus chez notre voisin Gatti Foot, voilà, c'est un match très sérieux, il faut l'aborder de façon la plus sérieuse possible, comme un match de championnat, voire peut-être encore avec un peu plus d'envie, d'abnégation pour essayer d'aller chercher un 8e tour. On connaît bien, c'est notre club voisin, à 10 km, donc on connaît le club, c'est un exemple, ce club de Gatti Foot pour les formations chez les jeunes. Donc on sait qu'ils ont des jeunes joueurs de qualité, un encadrement de qualité. Donc on sait que voilà, on a vu les performances qu'ils ont fait sur les matchs précédents, sur les tours précédents. Voilà, c'est une équipe à prendre très au sérieux évidemment. Et puis voilà, après le résultat, lui, on sait que c'est un derby, ça peut se jouer sur des détails. Donc le résultat, on va dire, déjà la manière est importante, et puis après que le meilleur passe au 8e tour. J'espère que ce sera nous, mais voilà, on verra bien. Les 22 acteurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse du stade Claude Guinard de Secondini. L'arbitre de cette rencontre, M. Gandois, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce 7e tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Le match démarre bien pour les locaux. Goni récupère le ballon côté droit. Il parvient à la glisser en profondeur pour Viguet qui prend sa chance du droit, mais sa frappe est trop écrasée. Goni navigue dans la défense du Talus, il crochette Beaulieu et enroule du gauche à 30 mètres, mais sa frappe s'envole au-dessus de la transversale. Possession le Talus, côté droit, Sissoko prend de vitesse Maury et centre dans la surface. Steele rate son dégagement, ça profite à Bèche qui récupère ce ballon et enroule à l'entrée de la surface. Sa frappe termine au fond des filets. Les Taludéens ouvrent le score dans ce match. Grâce à cette magnifique frappe de Bèche, ça fait 1-0.
Bêche dans l'axe lance Sissoko côté droit, il s'avance et centre. Simonet rate sa sortie et ce ballon retombe dans les pieds de Valadon qui n'a plus qu'à la pousser dans les cages vides. Le talus fait le break, 2-0. Bêche combine avec Sissoko et rentre dans la surface. Il tente le piqué du gauche, mais sa tentative frôle le montant de la cage de Gatifoot. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, le talus mène 2-0 face à Gatifoot au stade Claude Guinard. Au retour des vestiaires, Barque dans l'axe lance Konjiu dans la profondeur. Il prend la défense de vitesse et frappe croisée du droit. Il permet à Gatifoot de débloquer son compteur dans le match et surtout relance son équipe dans ce 7e tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 2-1. Il pousse les locaux pour recoller au score. Ario tente de retrouver Konjiu dans le dos de la défense, mais c'est bien anticipé. Sur sa remise au gardien, l'attaquant est plus rapide et tente de lober, mais rate son geste. Valadon décale Rossard côté droit, il centre pour Bêche qui reprend de voler, mais sa tentative frôle le montant. Sako se fait la malle dans le dos de la défense, il temporise et retrouve Ario à l'entrée de la surface. Il prend sa chance du gauche, mais sa tentative s'envole au-dessus de la transversale. Coup franc pour le talus, Boucher centre dans la boîte. C'est repris de la tête par Bolu qui lobe le portier et avec l'aide du poteau va trouver le chemin des filets. Le talus exulte et se donne de l'air. Ça fait 3-1. Récupération de balle de Gatifoot. Pinto envoie un long ballon devant. Pedro gagne son duel au physique et s'avance face au but. Il croise du gauche, mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Coup franc côté gauche pour Gatifoot, c'est enroulé lucarne opposée, mais Recoquillon s'envole pour sortir ce ballon. Dernière action de ce match, Valadon récupère ce ballon dans l'axe, il s'infiltre et lance Boucher en profondeur. Il prend sa chance du droit et gagne son duel face au portier adverse. Quel réalisme des Taludéens qui s'envolent au score, ça fait 4-1. Le score en restera là, l'arbitre donne le coup de sifflet final. L'aventure s'arrête aux portes du 8e tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine pour le petit poussé Gatifoot qui n'a pas à rougir de sa prestation ni de son magnifique parcours dans cette compétition. Peut être que fier, on a montré des belles valeurs de club et une belle image, ça a fait parler du club, donc c'est le principal. Sortir une régionale 3, une régionale 2 et une régionale 1 chez nous, c'est quand même super, on a vécu des super émotions et ça fait vivre aussi tout un club, tout le monde qu'il y avait ce soir, ça en témoigne, tout le monde était derrière nous et c'est des souvenirs qu'on se rappellera toujours. Et la coupe, ça a toujours une saveur particulière, donc c'est super à jouer. Je pense que du coup on fait 2 bonnes entames de mi-temps. Après voilà, je pense que l'écart de niveau se voit avec l'efficacité. C'est là où vraiment l'écart se fait. On a des opportunités qu'on ne concrétise pas et eux derrière sur des petites erreurs à ce niveau-là on le paye cash. C'est la différence de niveau. On sait que pendant ce parcours on en a fait des retournements de situation. On a voulu continuer, pousser. On savait qu'à 2-0 rien n'était joué, que suffisait d'un but et que ça pouvait tout changer. C'est ce qu'on a fait, on vient à 2-1. On les met sous pression, ils commencent à s'énerver petit à petit, on pousse. Malheureusement, on n'arrive pas à marquer. Mais voilà, toujours continuer. Et c'est un match de coupe, il y avait du monde, il fallait faire plaisir à tout le monde et se faire plaisir aussi. Bon, on fait une bonne première mi-temps. On peut se mettre à l'abri, je pense, en marquant un 3e but juste avant la mi-temps. Mais début de 2e mi-temps, on rentre pas trop dedans, on se fait peur, ils reviennent à 2-1. Et puis après, ce 3-1, il nous fait du bien. Et puis après, on met un beau but à la fin pour terminer le match. On mène 2-0 à la mi-temps, je pense un peu de relâchement au retour du vestiaire. Mais après, eux, ils en ont mis un peu plus. Et puis ce 2-1, on se fait un peu peur, on concède 2-3 occasions. Après, le 3e but, il nous fait vraiment du bien et il libère un peu le match. Donc c'était un plaisir de jouer parce que c'est tous nos copains qui jouaient contre. Donc c'était un bon match et puis ça fait plaisir de gagner.
Autre affiche du 7e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, Aubin-Rorthais face à Fétia. Le résumé de cette rencontre vous est proposé par Flavien Ziolkowski sur des images de Noam Pouzin. Aubin-Rorthais, club de Régional 3, recevait donc Fétia, club de R1 pour ce 7e tour de la Coupe Nouvelle-Aquitaine sous un beau soleil. On remercie au passage Noam Pouzin pour les images de cette rencontre. Aubin-Rorthais en rouge et Fétia en jaune. Et c'est Aubin-Rorthais qui attaque en premier avec cette frappe du défenseur qui monte très haut. Mais avec le vent, elle redescend, mais ça ne surprend pas le gardien adverse. Quelques minutes plus tard, coup franc pour Fétia. Mais c'est bien capté par le gardien. De nouveau un coup franc pour les visiteurs, mais le portier local réalise une magnifique parade. Dans la foulée, Aubin-Rorthais ouvre le score par l'intermédiaire de son numéro 9 et buteur Nathan. Ça fait 1-0 pour les locaux. Fétia tente de réagir sur le côté avec Luc, le numéro 7. Tom, le numéro 11 de Fétia, essaye d'inquiéter la défense de Aubin-Rorthais. Mais c'est dégagé. Coup franc une nouvelle fois pour Fétia. Thomas à la baguette. Mais ça passe juste au-dessus. Occasion pour Aubin-Rorthais, mais l'attaquant manque le cadre. Quel dommage! Toujours 1-0, le match devient intense dans les duels à l'image de ce choc entre ces deux joueurs. Mais plus de peur que de mal. Les deux joueurs se relèveront par la suite. Coup franc dans la foulée, mais c'est capté par le gardien de Aubin-Rorthais. Les conditions, vous le voyez, deviennent très difficiles. Et Fétia égalise par l'intermédiaire de Thomas, son numéro 10. Un but partout entre ces deux équipes. Ces deux formations qui n'arriveront pas à se départager. Une dernière occasion peut-être pour les locaux. Mais le gardien réalise une parade magnifique. Quel dommage pour Aubin-Rorthais. Un partout. Direction les tirs au but. Aubin-Rorthais s'élance. Et c'est au fond. 1-0. Autour de Fétia. Un partout. Aubin-Rorthais à nouveau. 2-1. Fétia pour égaliser. C'est fait. 2-2. Aubin-Rorthais pour mener 3-2. Mais c'est à côté. Toujours 2-2 dans cette séance. Fétia pour prendre l'avantage. Et c'est au fond. Nathan, le buteur dans le match, s'élance et égalise. 3 partout. Le joueur de Fétia s'élance et c'est arrêté par Teddy d'Aubin-Rorthais. Toujours 3-3. Teddy donc le gardien pour mener 4-3. Il s'élance mais c'est sur la barre. Quel dommage. Si Fétia marque, Fétia est qualifié. Et c'est fait. Fétia rejoint donc les huitièmes de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine.
Le stade ruffécois joué face à Parthenay-Viennet. Le résumé de ce match du 7e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Théo Rodriguez sur des images d'Anthony Labbé. Les supporters étaient nombreux au stade Henri Lacombe de Ruffec pour assister à ce 7e tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, opposant le stade ruffécois à Parthenay-Viennet, une régionale 3 contre une régionale 2, mais on sait qu'en coupe, tout est possible. Coup franc pour Parthenay en ce début de rencontre, c'est frappé du gauche, mais le portier ruffécois s'empare facilement de ce ballon. Offensive ruffécoise sur le côté droit, Elias Lebny reçoit ce ballon et s'offre un joli numéro en solo dans la surface adverse. Malheureusement, sa tentative est stoppée sur la ligne par un dernier rempart partenaisien. Personne n'est à la retombée de ce ballon, ça profite à Lebny qui s'avance et prend sa chance du droit, mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Les Ruffécois encore à l'attaque, Mathis Touraine est retrouvé côté gauche, il provoque et frappe du gauche. Mais encore une fois, ça manque de précision. Corner pour Parthenay, c'est repoussé des gants par le portier ruffécois, mais ce ballon traîne dans la surface jusqu'à cette frappe bien repoussée par un magnifique arrêt réflexe. Le stade ruffécois peut partir en contre et là vous allez le voir. Terrible erreur du portier partenaisien qui prend ce ballon à la main suite à cette passe en retrait de son coéquipier. L'arbitre est unanime, coup franc indirect pour Ruffec. C'est frappé du droit par Le Quilleux, mais bien repoussé par la défense de Parthenay. Le score sera vierge à la mi-temps, 0-0 entre ces deux formations après un premier acte très animé. Au retour des vestiaires, grosse opportunité pour Parthenay. Après ce ballon en profondeur, l'attaquant se dirige face au gardien pour un face-à-face, mais sa frappe du droit fuit le cadre. À la limite du hors-jeu, sur cette passe en profondeur lobée, l'attaquant partenaisien n'est pas loin d'ouvrir le score, mais encore une fois, la défense ruffécoise revient bien et empêche ce ballon de franchir la ligne. 69e minute, Djibril Keita est lancé en profondeur, encore une fois à la limite du hors-jeu. Il voit le portier ruffécois avancer et tente le lob. Les Partenaisiens ouvrent le score dans ce match grâce à ce magnifique geste. Ça fait 1-0. Les Ruffécois tentent de réagir après cette récupération de balle. Vincent Da Silva est lancé en profondeur. Le gardien s'interpose mais le ballon vit toujours. Il centre ce ballon pour Yohan Le Quilleux qui prend sa chance mais rate le cadre. Quelle opportunité pour le stade ruffécois qui manque de peu l'égalisation. Djibril Keita anticipe bien cette tête en retrait et se présente face au gardien. Il frappe du gauche et trouve une nouvelle fois le chemin défilé. Son doublé dans ce match. Le portier ruffécois n'est pas loin d'empêcher ce ballon de rentrer. Mais Parthenay fait le break à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. 2-0. Le score en restera là. L'arbitre donne le coup de sifflet et final. Parthenay-Viennet s'impose 2-0 sur la pelouse du stade ruffécois. Parmi les autres résultats, à noter l'exploit du FC Autise, club de R3 qui a sorti Nontron-Saint-Pardoux, club de R1. Et justement, Flavien Ziolkowski a interrogé le coach de cette équipe qui a créé l'exploit, le coach du FC Autise, Denis L'Huillier, dans la LFNA TV ce soir. Bonjour. Je le disais, donc vous vous êtes qualifié, Denis, face à une R1 pour ce 7e tour. C'est un exploit. Il a fallu attendre le bout du bout et cette séance de tir au but pour se qualifier. C'est ça, oui. Voilà, on mène 2-0 à la mi-temps, on manœuvre plutôt bien. Et puis on a un trou d'air de 20 minutes qu'on pêchère, qui est sûrement lié au match rapproché actuellement. On fait des matchs en retard, voilà. Les conditions météo, on a joué vendredi soir à Ruffec, un gros match de R3. Et voilà, donc ils reviennent à deux partout et on se qualifie au tir au but. Et justement, vous le disiez, vous avez joué face au leader de la poule de Régional 3 en championnat Ruffec vendredi soir. Une défaite 1-0 malheureusement. Comment étaient les organismes ? On a... les organismes on sent qu'il y a moins de fraîcheur, mais on a plutôt bien démarré. Il y avait encore un petit peu de tonicité sur le début de match. Et puis, les minutes passant avec un terrain se dégradant en temps très très gras hier, plus les averses et la qualité athlétique, parce que l'équipe de Nontron, athlétiquement, c'est costaud. Voilà, tout ça a fait qu'on a la balle du 3-0. Voilà, et à partir du moment où ils reviennent, où ils marquent un but, on les relance. Et là, mentalement et physiquement, c'est difficile.
On s'est accroché, on a bien terminé, on méritait même sur la fin de peut-être l'emporter. Sur l'ensemble du match, c'est une victoire, voilà, on mérite notre victoire. Est-ce que vous avez senti la différence de niveau contre Nontron-Saint-Pardoux, club de R1, et le FC Otis, club de R3? Je l'ai surtout senti dans un seul domaine, sur l'impact athlétique de l'ensemble des joueurs. Voilà, c'était plus physique. Mais je l'ai pas ressenti spécialement techniquement, non, ou tactiquement. Comment était l'ambiance, coach Denis Lhuillier, coach du FC Otis, à la fin de la rencontre? Ouais, c'était une belle ambiance. On avait, malgré les conditions météo, on a eu un petit peu de monde au stade. On avait voilà, des très jeunes, des moins jeunes, des femmes, des enfants. Voilà, ça a mis un petit peu de baume au cœur à tout le monde, des sourires. Ils traversent cette grisaille. Voilà, et bah, ça, c'est super chouette, quoi. Voilà, de vivre cet instant-là. Quel est De l'objectif faire désormais? plaisir à. Quel est l'objectif de nuit désormais, puisqu'en championnat, bon bah la montée est définitive, hein, le Stade Ruffécois est en très bonne voie pour accéder en Régional 2, et pour le maintien c'est quasi assuré pour vous. Quel est l'objectif? C'est vraiment on se focalise maintenant sur la coupe et on profite? Oui, on a joué les matchs au départ sans trop d'objectifs. Au niveau de la coupe, maintenant, on est à 7 matchs. Voilà, on a éliminé 2 R2 à l'extérieur. On élimine le R1. Donc, championnat, effectivement, la première place n'est plus accessible. C'était pas l'objectif. Mais voilà, la défaite à Ruffec, la qualité de Ruffec fait que de toute façon, on ne reverra pas. Et oui, on peut avoir des ambitions sur cette coupe, enfin avoir des ambitions cette année le plus grand possible. Et justement, comment on mobilise, on remobilise ces joueurs lorsque en championnat, bon, il n'y a plus rien à jouer et pour être bien évidemment compétitif en coupe? Quel est le secret? Alors, euh, quel est le secret? C'est de rester entraînant. L'entraîneur doit rester entraînant. Voilà, c'est tout. Il y a pas de recette miracle. Racontez-nous un petit peu, Denis Lhuillier, coach du FC Autis, un peu le club, quelle est son histoire et son quotidien? Bah, le FC Auty, c'est un club tout jeune, puisque c'est une fusion qui a eu lieu de mémoire, hein, je pense pas, en juin 2022. C'est le regroupement des communes de Coulon-sur-Lotize, Ardins, Saint-Alexandre-Meunier et Saint-Pompin. Donc il est tout jeune, hein, on va être dans la fin de la deuxième saison de fusion. Voilà, il y a 4 équipes seniors, hein, une de loisirs, une équipe de futsal, 350 licenciés. On doit approcher une association de jeunes qui est Lorraine Lotize avec ses équipes de jeunes. Voilà, donc en termes de nombre d'habitants du territoire, je sais pas combien de personnes ça concerne. Mais voilà, c'est une belle fusion parce qu'elle a été préparée, elle a été préparée bien en avance. Euh, les structures sont plus que correctes. Mais voilà, c'est un jeune club, Et justement, bien structuré, bien structuré. l'année dernière, vous étiez en départemental 1, vous êtes monté en régional 3 lors de l'intersaison, la saison dernière. Comment voyez-vous les progrès? Est-ce que vous avez pour objectif d'aller le plus loin possible, forcément, mais est-ce que vous voyez déjà un écart de niveau entre le côté départemental et le côté régional? Moi, je l'ai vu je l'ai vu, oui. Enfin, en district, il y a deux, trois équipes qui se détachent. Après, voilà, en régional, j'ai le sentiment, c'est la première année, et ça faisait un petit moment que je n'avais pas entraîné à ce niveau-là. Voilà, il y a deux, trois équipes qui sont solides, costauds, voilà, qui sont assez complètes. Après, voilà, la différence, voilà, c'est toujours la même chose. Quelques meilleurs joueurs, un petit peu plus de contenu de séance, un peu plus de séance, un petit peu plus d'athlétique, voilà. Mais il n'y a pas une énorme différence, Bon, mais en tout cas, mis à part avec les équipes de tête.
On va suivre le parcours du FC Autis donc pour les 8e de finale de cette Coupe Nouvelle-Aquitaine. Encore merci Denis L'Huillier d'être venu au micro de LFNA TV et très bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Voici l'ensemble des résultats de ce 7e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec donc la victoire 4-1 du Talus Éveil sur le terrain de Gatti Foot, la victoire au tir au but de Bergerac-Périgord face à Saint-Émilionnais, mais attention, il y a une réserve sur cette rencontre. 2-1 pour le CS Lantonnais du côté de l'AC Ma. Il y a la victoire 2-0 pour Parthenay-Viennet sur la pelouse du stade Ruffécois, la victoire 3-0 des Portugais de Limoges face à Périgny, puisque Périgny a déclaré forfait, tout comme l'Avenir 79 qui s'incline par forfait face à Aix-sur-Vienne. La victoire au tir au but d'Autis contre Nontron-Saint-Pardoux après un score final de 2 buts partout. La victoire au tir au but également pour Fétia face à Aubin-Rorté. Pour le SA Moléonais face à l'Arine Lusien, qualification au tir au but après un score final d'1 but partout. Et puis qualification au tir au but de Boulazac face à l'US Bouscatez, 1-1 score final 6-5 lors de la séance des tirs au but. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu ce jeudi. Autre événement qui avait lieu ce week-end, les quarts de finale de la Coupe de France de foot entreprise avec notamment 2 clubs néo-aquitains. Parmi ces 2 clubs, le FC Bordeaux-Dils, emmené par les anciens pros des Girondins de Bordeaux, Paul Beyss et Jaroslav Plazil, une équipe de Bordeaux-Dils qui défiait l'AS Banque de France. Le résumé de ce match vous est proposé par notre correspondant en Gironde, Rémi Penet. Bordeaux-Dils se présente en quart de finale de Coupe nationale foot entreprise. Une très belle performance pour un club aux fondations encore fraîches. Notre club a 4 ans d'existence. C'est en fait la continuité du club de l'Opéra de Bordeaux, qui était le grand théâtre en fait, de l'Opéra. Et pour diverses raisons, notamment financières, l'Opéra a décidé de stopper un petit peu le club. Et donc j'ai repris moi avec ma structure ce club, puisqu'on était une bande de copains, on se retrouvait tous les jeudis soirs, on avait énormément de plaisir à se retrouver, donc il était hors de question d'arrêter de se retrouver le jeudi soir, et donc c'est comme ça que Bordeaux-Dils est né. On fonctionne vraiment comme une famille, on est une bande de 24-25 joueurs, on se connaît tous, où on a joué ensemble, où on a joué les uns contre les autres, mais on est la même génération. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, agrémenté bien évidemment de joueurs et d'anciens joueurs professionnels qui est un petit peu la tête de proue de notre projet, mais on a réussi à créer cette osmose tous ensemble qui fait qu'on prend du plaisir sur le terrain, mais aussi énormément en dehors du terrain. Côté ancien pro, l'équipe peut compter sur 2 figures très connues à Bordeaux avec les ex-girondins Paul Beyss et Jaroslav Plazil. Et ce match, c'est l'occasion pour tout un groupe de réaliser ensemble quelque chose de beau. On joue plus qu'un match de football pour ceux à différentes raisons. La première, c'est que je pense que des quarts de finale de Coupe nationale, je pense qu'on n'en a pas joué beaucoup, chacun dans nos carrières respectives et pas au niveau auquel on a joué. On a la chance aujourd'hui, le plaisir de recevoir, donc on va jouer devant nos copains, on va jouer devant nos amis, on va jouer devant nos femmes, vous allez jouer devant vos enfants. Aujourd'hui vous êtes 15 sur la feuille de match les gars, et c'est vous qui avez l'immense responsabilité d'amener le club en demi-finale de Coupe de France. Donc je compte sur votre abnégation, je compte sur votre sérieux, votre rigueur, votre dépassement de soi, face à une équipe aujourd'hui qui va être physique, athlétique, qui va nous poser énormément de problèmes. Cette équipe, c'est la Banque de France, habituée de la Coupe et qui fait partie des favoris de la compétition. L'équipe d'Île-de-France s'est imposée 7-0 au tour précédent. C'est un match compliqué qui attend les Bordelais, mais ils sont prêts à faire sauter la Banque et savent qu'ils peuvent compter sur un public venu en nombre les soutenir. Et les jaunes se mettent en action les premiers dans ce match avec une belle tête de Paul Beyss, malheureusement trop croisée. Les visiteurs répondent sur coup franc et obligent Wilfried Alloy à s'employer. Et après un ballon récupéré aux abords de la surface, Clément Cazot trouve le petit filet et ouvre le score pour les jaunes. 1-0 pour Bordeaux-Dils. Les Bordelais ne tardent pas à doubler la mise sur une action magnifique. Coup du sombrero de Paul Beyss. 1, 2, 3 avec Frédéric Roumazey qui trouve Farid El Halagui au deuxième poteau. Le break est fait pour les Aquitains qui réalisent une excellente première période. Et fin du premier acte sur ce score de 2-0, une première période durant laquelle les Bordelais auront été peu inquiétés. Mais la deuxième mi-temps démarre sur un autre son de cloche. Rada s'est taclé dans la surface et obtient un penalty pour la Banque de France. Il choisit de se faire justice lui-même, mais trouve le poteau.
On en reste à 2-0. Mais les Bleus insistent. Et sur un dégagement de la défense jaune, Radas tente la reprise de volée. Alois s'interpose et Ndongo ne trouve pas le cadre. La Banque de France se fait plus menaçante et égalise sur un tir puissant de son capitaine Bakary Fati qui s'éloge dans la lucarne. Les visiteurs réduisent la marque assez tôt dans ce match et reprennent espoir. Mais Cazo continue son très bon match et provoque la faute du défenseur. Deuxième jaune pour lui et donc carton rouge. La Banque de France va finir ce match à 10. Et le coup franc pour Bordeaux, Plasil pour Bass. La connexion girondine a failli faire mouche, mais c'est stoppé par Nicolas Caro. On retrouve Paul Bass aux avant-postes. 1-2 avec El Halagui, mais nouveau bel arrêt du portier adverse. En infériorité numérique, les Bleus tentent leur chance sur coup franc, mais c'est bien capté par Alois. Les occasions se multiplient en cette fin de match. Anthony Melka décale Cazo pour un tir cadré. C'est ensuite au tour de la Banque de France de se porter en attaque. Et Boumezoud est trouvé dans la surface. Réussit son crochet, mais tire au-dessus. Énorme occasion pour la Banque de France. Les jaunes peuvent s'exprimer en contre-attaque. Plasil décale sur le côté gauche Cazo pour le face-à-face, mais on en reste à 2-1. Corner de la dernière chance pour les visiteurs, mais c'est bien dégagé par Duquerrois. Fin du match et victoire 2-1 de Bordeaux-Dils qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe nationale. Une qualification qui ravit forcément les Bordelais, parmi lesquels un ancien joueur pro qui a commencé l'aventure foot entreprise à l'arrêt de sa carrière, il y a 5 ans, Yaroslav Plasil. J'ai tout de suite switché un peu pour garder un peu la forme, même si c'est de plus en plus compliqué. Sans entraînement, on joue un match par semaine. Mais c'est le plaisir de se retrouver entre copains, de faire quelque chose de bien ensemble. Et voilà, après ça paye et ça fait vraiment plaisir de voir tous les gens heureux. C'était un des favoris avec Orange, c'est ce qu'on nous avait dit. Bon, ça s'est un peu vérifié quand même parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité. On a eu la chance d'être efficace sur nos 4 premières occasions, on met 2 buts, donc c'est un petit peu plus facile après. Et en deuxième période, comme un peu souvent, on retombe un peu parce que physiquement c'est pas top. On a bien réagi en seconde partie de la deuxième mi-temps et on a su gérer le score jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le club qui avec ce passage en demi-finale, ils sont récompensés et on se devait faire le maximum pour que ça se passe. Et on est très heureux pour les dirigeants, pour les coachs, pour tout le staff, pour tous les gens qui sont venus nous voir. On est vraiment très contents et aussi de représenter la Nouvelle-Aquitaine. Une qualification historique pour le club fêtée comme il se doit par les Bordelais. À l'image de Farid El Halagui, buteur du soir et qui n'oublie pas le chemin parcouru. On a pris quelques revers, mais on a pris de l'expérience aussi. Et on a pris conscience de l'importance de ces matchs-là, que ça se jouerait sur des phases de jeu, sur les moments forts, venir vraiment concrétiser. Et derrière, gérer les temps faibles. Et je pense qu'on a franchi un cap et on est monté d'un cran en termes de niveau. Et sincèrement, c'est juste un plaisir parce qu'on a tous joué un petit peu au football, on a chacun nos carrières, mais à cet âge-là, ce genre d'émotion, ça se vit encore comme si c'était les premières, comme si on avait 8-9 ans, et c'est juste génial. Juste génial et désormais à réitérer lors de la demi-finale, qui promet d'être tout aussi explosive. L'autre club de Nouvelle-Aquitaine présent en quart de finale, c'était le FC P2M qui partait largement outsider face aux favoris de l'épreuve, le club d'Orange ici, quadruple vainqueur de cette Coupe de France de foot entreprise et tenante du titre. Cette équipe qui était donc opposée au FC P2M qui s'est qualifiée lors d'une séance terrible de tirs au but, un scénario de dingue, 2-0 puis 2-2 avant les tirs au but, les réactions forcément heureuses des Girondins au micro de notre envoyé spécial Christophe Monzi.
Voilà le mot de la fin avec le président du FC P2M, Mathias Munoz, et l'entraîneur que voici, Thibaut Longuefosse, un entraîneur heureux, un président heureux aussi bien sûr, Mathias, parce qu'on a tout eu, on est allé au bout du suspense, alors que pendant plus d'1h25, ce match semblait cadenassé, et la fin est complètement digne de la coupe tout simplement. Exactement, c'est ça en fait, on allait... porté peut-être par ce public qui était là aujourd'hui, l'émotion qui a fait que mener 1-0, revenir à 1 partout, dernière minute de jeu presque, pour deuxième, il restait rien à en prendre un deuxième, je pensais que les joueurs allaient baisser la tête et les bras, sauf que non, on arrive à égaliser, séance de tir au but qui, doit déterminer un gagnant. C'était nous et on est fiers, hyper fiers de nos joueurs, fiers du staff, fiers de tout le monde, fiers du public, fiers de tous nos bénévoles, de toutes les personnes qui nous accompagnent en fait, non seulement sur ces matchs-là de coupe qui sont super sympas à jouer, mais aussi tout au long de la saison, parce que le jeudi soir quand on joue c'est pareil, on a du monde et ils sont derrière nous. Les joueurs, un grand groupe, des déceptions quand on annonce effectivement des groupes sur des matchs comme ça, mais tout le monde est là derrière la barrière à supporter les copains. Les sélectionnés, les non sélectionnés, ça fait plaisir. C'est une grande famille, voilà. Stop, c'est rien à rajouter. Génial. La nuit en tout cas sera très belle, hein, Mathias, on l'a bien compris, vous n'êtes pas couché. Hein. On a eu un aperçu dans les vestiaires. Hein. Non, exactement, c'est ça, dans les vestiaires. On va sortir, aller au foyer et puis jouer le deuxième match maintenant dans le foyer, mais quoi qu'il en soit, je connais les gagnants là, par contre. Là, j'en suis certain. Là, vous êtes recordman de toute catégorie, là on l'a compris. Il n'y a pas grand monde qui nous a battus pour le moment, ouais, effectivement, à ce jeu-là. Il n'y a pas grand monde qui vous a battu pour le moment. Alors Thibaut Longuefosse, également un homme heureux, bien sûr, c'est l'entraîneur de cette équipe donc, du FCP2M. Thibaut, qu'est-ce qui fait, je posais la question un petit peu plus tôt à Léo Cap, qui a marqué le tir au but vainqueur, qu'est-ce qui fait la force mentale de cette équipe? Vous égalisez à la 88e, vous prenez un but à la 90e et vous trouvez le moyen quand même de revenir une deuxième fois, 15 secondes de la fin du match. Oui, c'est la force mentale, on insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a constitué un groupe avec d'anciens Brédois, d'anciens Langonais, d'anciens Samédardais, d'anciens Chambériens qui venaient donc d'horizons différents mais avec un objectif commun de se retrouver autour de notre passion, le foot, et de peut-être de vivre ce qu'on n'a pas pu vivre en club par le passé, donc des parcours en coupe. Et ça a été mon discours, avant le match. Vous prenez un Kevin Salig, vous prenez un Hugo Pace, un Simon Ebras qui ont des carrières magnifiques. Je leur ai dit, mais j'aurais rêvé d'avoir ta carrière, mais t'as gagné quoi? T'as gagné quoi jusqu'à présent? Donc, on a essayé de les piquer un peu dans leur orgueil parce qu'on savait que ça allait se jouer un détail ce match-là face à une équipe d'Orange qui est championne de France en titre, c'est pas rien. En termes de budget, en termes d'équipement, de joueurs, 10 fois notre budget, ouais. On pouvait pas. Voilà, il fallait un supplément d'âme aujourd'hui. Et donc on n'a pas été chanceux parce que on prend un but un peu, je trouve, contre le cours du jeu. Les débats s'équilibrent un petit peu. On peut revenir à un partout juste avant la mi-temps. Et sur un coup franc dévié par Léo Capes et stoppé par le poteau. On a demandé du calme, on leur a dit soyez calmes, ça va tourner. On pensait avoir fait le plus dur à quelques minutes de la fin en égalisant. Et puis sur une mésentente sur la défense, alors qu'il est pourtant irréprochable depuis le début de saison, on prend ce but. Et puis là, alors que tout le monde pense que c'est fini, on se regarde avec Patrick Durieux, mon adjoint, on se dit c'est fini. Et puis là, il y a Hugo Pace, encore lui, ce mec est incroyable, qui fait un geste sur son côté gauche, je ne peux même pas le décrire, et qui permet de centrer. Et puis Jordan Selig qui n'avait pas été chanceux, alors qu'il a fait un gros travail de sape à caler la défense, ça a été très très dur, qui marque. Et puis les pénaltys. Et là, les pénaltys, vous savez, il faut une part de chance, il faut de la détermination, du courage. Et on a été porté par, je sais pas, il y avait quoi, 300-400 personnes aujourd'hui pour un match de foot entreprise. C'est incroyable et voilà, donc on remercie tout le monde, on remercie aussi le district de la Gironde qui nous accompagne avec des dotations, qui essaye de nous mettre dans les meilleures conditions possibles en décalant les championnats. Moi je remercie aussi le club de Cadojac qui est là pour nous, qui nous aide, qui nous accompagne. Et puis tous les bénévoles, Michel Munoz, Claude Salig, tous, je ne peux pas tous les citer parce qu'en fait on a réussi à incorporer un petit peu tout le monde, des gens de divers horizons et
ce qu'on vit intergénérationnel, ouais, et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Maintenant, le 4 mai, c'est Bordeaux-Dils, on le sait. Et puis, il y aura au moins un Girondin en finale. Et ça fait très longtemps que ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je pense que le président Gougnard doit être content. Nous, on l'est. Et on espère une belle fête du foot girondin le 4 mai. Du coup, ça sera ici encore au stade Henri Pazot à Cadeaujac. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Thibault Langefos. Effectivement, un stade Henri Pazot chargé d'histoire, puisque j'ai souvenir, il y a quelques années déjà, qu'il était le théâtre d'exploit du club local, le SC Cadeaujac en Coupe de France, qui était allé jusqu'à un 7e, voire un 8e tour. Voilà, 7-8e tour. Merci, bravo à tous les deux. Et bien sûr, LFNA TV sera à vos côtés pour cette demi-finale le 4 mai. Merci. Un grand bravo à nos deux représentants qui se sont donc qualifiés pour les demi-finales, le FC Bordeaux-Dils et le FC P2M. À noter qu'il y a une bonne nouvelle puisqu'il y aura forcément un club néo-aquitain en finale le 15 juin prochain, puisque les deux clubs vont s'affronter pour une place en finale début mai. On souhaite évidemment le meilleur et que le meilleur gagne, surtout dans cette rencontre entre Bordeaux-Dils et le FC P2M. On termine cette émission avec du foot qui se joue avec des manettes. l'e-Coupe de France, évidemment, de football. Un événement était organisé du côté du Matmut Atlantique avec la finale régionale de la e-Coupe de France. On va tout de suite retrouver dans les locaux du club des Girondins de Bordeaux qui était partenaire ce reportage proposé par Flavien Ziolkowski sur des images fournies par le binôme Laurine Martin, Léo Rassi. Ce samedi 30 mars avait lieu la finale régionale de l'e-Coupe de France au Matmut Atlantique, organisée par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine avec la Fédération française de football et en partenariat avec les Girondins de Bordeaux. Cette compétition rassemblait les 8 meilleurs joueurs qui se sont qualifiés parmi les 150 au départ, inscrits dans 7 districts, dont Florian Balitran qui joue pour le club de Villandreau-Préchac en Gironde. L'occasion pour ces compétiteurs de montrer leur qualité manette en main. Les 8 joueurs étaient divisés en 2 poules pour ensuite déterminer l'ordre de chaque classement et faire des quarts de finale, demi-finale et finale. Florian Balitran notamment, après avoir éliminé Andrew Magnas en quart et Lucas Martin Sanchis en demi, fait face à Alexis Cani en finale. Score très serré puisque c'est Florian Balitran qui remporte cette finale régionale sur le score de 1-0. Florian Balitran donc qui est qualifié pour la finale nationale de cette première édition de l'e-Coupe de France qui se tiendra le samedi 25 mai prochain à Clairefontaine. Une joie pour ce joueur de Villandreau-Préchac et une excitation de jouer contre des joueurs professionnels. Tout d'abord, je voulais remercier la Ligue pour cette organisation du tournoi, ainsi que le district sur les finales précédentes. Et là, je vous avoue, je suis encore un peu sous l'émotion parce que j'arrive pas encore à m'imaginer que je viens de gagner et de remporter le tournoi régional qui, grâce à cela, m'emmènera du coup à Clairefontaine. Donc je crois que c'est au mois de mai, j'ai déjà hâte, j'ai envie d'y être. Et c'est vrai que ça a été un tournoi très très rude, avec des adversaires très coriaces pour le coup. J'ai retrouvé aussi d'anciens camarades lors du précédent tournoi, donc il y avait aussi un petit peu un air de revanche. Et voilà, un super moment passé, donc merci à tous. Moi j'ai l'habitude de regarder ces joueurs-là sur Twitch, sur YouTube, donc je les suis pour certains depuis que j'ai 16-17 ans. Donc non, là ça va être un vrai régal pour le coup, et puis on va prendre au maximum de plaisir et sortir la tête haute aussi de ce tournoi en disant qu'on aura tout donné et peut-être même battu plusieurs pros, donc pourquoi pas, voilà. J'attends les pros avec impatience. Et bien évidemment, après ce beau tournoi, je n'oublie pas mon club de cœur que j'ai représenté
tout au long de cet événement et de ce tournoi virtuel. La SVP, donc le club de Villandreau Préchac, qui évolue en départemental 3. Donc voilà, dédicace à mon club, à mes amis, à mes coachs qui se reconnaîtront. Et petite dédicace aussi en parallèle à mes étudiants qui sont, je pense, aussi au courant déjà du résultat de leur enseignant. Voilà, donc dédicace à tous les étudiants de XP School à Bordeaux. Voilà. Après cette belle compétition, tous les joueurs qualifiés pour cette finale régionale étaient invités à profiter du spectacle entre les Girondins de Bordeaux et le Paris FC, match de Ligue 2 BKT où il y a eu plus de buts que la finale de l'E-Coupe. Une expérience incroyable pour le vainqueur Florian qui représentera donc la Nouvelle-Aquitaine à Clairefontaine le 25 mai prochain. Cette émission numéro 136 d'LFNA TV est désormais terminée. Merci de nous avoir suivis et de nous être toujours aussi fidèles. Merci à l'édition à Flavien Giolkowski, accompagné ce soir par Christophe Monzi, Rémi Penet, Théo Rodriguez ou encore Laurine Martin et Léo Rassi. Merci à l'ensemble des clubs qui ont joué le jeu et qui nous ont fourni gracieusement des images. Merci, je vous le disais, à vous pour votre fidélité. Vous commentez, vous partagez cette émission comme vous le faites d'habitude. On se retrouve lundi prochain pour le numéro 137 d'LFNA TV. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.